Bonjour tout le monde, l'objectif de ce use case aujourd'hui est de présenter un job Spark avec Scala et lancé sur Google Cloud Platform avec Dataproc Serverless. Alors, auparavant, pour déployer des job Spark sur Google Cloud, on avait la notion de cluster Dataproc, qui est un peu un cluster Hadoop managé sur Google Cloud. Ensuite, sur Google Cloud est arrivée la notion de Dataproc Serverless. Et cette notion est vraiment intéressante parce qu'en fait, on va pouvoir exécuter des jobs Spark sans avoir à se préoccuper de configurer ou de gérer un cluster ou un serveur. Et ça va être intéressant parce qu'en fait, on va coder la logique de notre job Spark, par exemple. Et ensuite, derrière, on va pouvoir déployer ce job Spark, par exemple, dans une bucket Cloud Storage. Et ensuite, derrière, on va avoir une ligne de commande qui va nous permettre de lancer ce job Spark avec une approche serverless. Donc, on ne va pas avoir à se préoccuper de gérer un cluster ou un serveur. C'est Google Cloud qui va instancier le serveur et le cluster pour nous, y faire tourner le job Spark et ensuite éteindre le cluster. Donc sur la partie de droite, on a la partie data processing. Ce qu'on va faire avec ce use case, c'est qu'on va lire de la donnée ND-JSON depuis Cloud Storage. Alors, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, ND-JSON, New Line Delimited JSON, c'est le fait d'avoir un objet JSON par ligne. Donc c'est un format qui est souvent utilisé dans les écosystèmes data. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ce fichier va être proposé dans une bucket Cloud Storage. Là, le job Spark est codé avec Spark et Scala. Donc on a choisi Scala pour ce use case, mais on fera le même use case avec Python. Et en fait, la partie Spark Scala va appliquer les transformations métiers et toutes les règles métiers nécessaires qu'on souhaite appliquer. À la fin de ce use case, on va écrire la donnée dans une table BigQuery qui est notre table finale. Dans la partie de gauche, pour la partie déploiement et automatisation, on va utiliser Cloud Build. Pour Cloud Build, comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos, on a la notion de Cloud Build Triggers. Donc en fait, on peut instancier des triggers qui vont ensuite être proposés dans l'écran de Google Cloud et dans le menu Cloud Build, et on va pouvoir cliquer sur des boutons pour exécuter nos jobs CI/CD. Voilà. Ensuite, avec Cloud Build, on a aussi la possibilité d'instancier des jobs Cloud Build depuis notre machine locale. Donc pour ce use case, pour aller un peu plus vite dans la vidéo, c'est ce qu'on va utiliser. Et en fait, ce projet est hosté dans un GitHub repository, comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos. Et en fait, ce que ça va faire au départ, c'est que on va utiliser comme outil de build avec Scala SBT. SBT, c'est un peu un équivalent de Maven ou Gradle. Et c'est souvent l'outil de build qui est utilisé par défaut dans les écosystèmes Scala. Donc c'est pourquoi ici j'ai choisi plutôt d'utiliser SBT que Maven ou Gradle. Parce que sur des projets Scala, on peut également utiliser Maven ou Gradle. Donc là, ce que va faire la partie déploiement et automatisation, c'est qu'on va, avec SBT, on va générer un FATJAR. Ensuite, on va copier ce FATJAR dans une bucket Cloud Storage. Et ensuite, on va avoir un second job Cloud Build, lui, qui va exécuter et lancer le job Spark avec une commande gcloud CLI. On va utiliser le CLI de gcloud pour lancer notre job Spark avec Dataproc Serverless. Donc je pense qu'on est OK sur la présentation du use case. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais aller dans la partie SBT et expliquer un peu la partie outil de build avec Scala. Donc en fait, ici, je vais avoir le nom du projet avec SBT.
Je vais aussi donner la version. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on voit avec Maven, hein, par exemple. Pardon. Et là, je vais donner la version de Scala. Donc là, en l'occurrence, je choisis la version 2.13 de Scala parce que Spark ne permet pour le moment pas d'utiliser du Scala 3, hein, de ce que j'ai vu. Mais par contre, on va pouvoir utiliser la version 3 de Spark, qui est l'une des versions les plus récentes. On va utiliser pour ce use case deux librairies de tests pour exécuter des tests unitaires avec Scala Test. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi apporter les librairies nécessaires pour exécuter un job Spark. Donc, on a la librairie Spark Core, pardon. Donc, Spark Core permet d'utiliser les différentes librairies autour de Spark. Donc, ça va permettre de charger des fichiers, par exemple, appliquer les transformations et tout ça. Par contre, pour utiliser vraiment les notions de Spark SQL, on va devoir apporter également cette dépendance-là, Spark SQL. Pour donner quelques explications par rapport à Spark SQL. Par défaut, Spark utilise la notion de RDD. RDD, c'est une structure de données distribuée et immutable. Et dans cette structure distribuée, on peut appliquer des transformations, comme on le voit souvent dans des langages un peu fonctionnels et immutables. On va pouvoir appliquer des maps, des filters, des flat maps, et ainsi de suite. Après ça, il y a Spark SQL qui est arrivé. Et Spark SQL, en fait, a donné la possibilité de travailler sur des structures de données de type data frame et dataset. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on voit dans des librairies comme Panda, par exemple, où en fait, on va avoir un tableau de données avec les data frames. Et ce tableau de données et ce tableau de colonnes va nous représenter notre donnée. Et ensuite, derrière, on va pouvoir appliquer des transformations sur nos colonnes et sur nos lignes, en fait. Et ce qui va être vraiment intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir appliquer des transformations avec un style orienté functional programming. Donc, on va pouvoir appliquer des transformations avec des pures fonctions sur nos colonnes. Et par exemple, on va avoir une colonne Toto dans notre tableau de données et on va dire j'applique une transformation pure sur la colonne Toto avec une fonction pure qui s'appelle UDF par exemple. Et derrière, ça va nous permettre de calculer une nouvelle colonne dans notre tableau de données. Donc c'est ce que je vais montrer tout à l'heure dans le code. Ensuite, pour donner un peu d'explication, notre job Spark va lire de la donnée de Cloud Storage et pour ça, on n'a pas besoin d'ajouter une dépendance en plus. Spark permet de gérer ça nativement parce que quand il va lire un fichier de Cloud Storage, ça va être un peu l'équivalent d'un HDFS pour lui. Et donc du coup, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de ramener une librairie en plus. C'est supporté directement dans Spark Core. Par contre, notre job Spark, lui, va écrire le résultat dans une table BigQuery. Et dans ce cas-là, on a besoin de ramener une dépendance en plus qui s'appelle Spark BigQuery with Dependencies. Donc ça va apporter un connecteur avec Spark et Scala pour lire et écrire dans BigQuery. Voici un peu les explications sur la partie build. Il y a aussi un détail qui est important d'être souligné. C'est que dans ce projet-là, j'ai décidé de travailler avec la version 17 de Java. Spark 3 permet de travailler jusqu'à la version 17 de Java pour le moment. Par contre, il est indiqué dans la doc de Spark que si on veut travailler avec la version 17 de Java, on va avoir besoin de passer une option JVM au moment de la compilation du projet. Et si on ne fait pas ça, on va avoir une erreur avec une notion de module qui n'est pas nommée, en fait. Et donc, du coup, il y a plusieurs techniques pour faire ça avec SBT, mais la technique que j'ai trouvée la plus intéressante a été d'utiliser le fichier .jvmopt. Avec ce fichier-là,
on a juste à ajouter les différents arguments JVM. Et en fait, c'est SBT lui-même qui va automatiquement détecter ce fichier-là, JVM OPT, et ensuite va appliquer les arguments pour la JVM au moment du build. Donc cette option est vraiment intéressante parce qu'elle est poussée directement dans le projet et ça c'est pratique pour nous. Donc ça c'est l'explication de la partie SBT. Ensuite, pour revenir un petit peu sur le use case. Pour le use case, alors c'est comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos, on va avoir de la donnée brute, de la donnée raw. Donc on a une liste d'équipes et on a une liste de statistiques par équipe. Donc c'est des statistiques, des scoreurs par équipe. Ce que va faire la donnée domain, enfin ce qu'on va faire avec nos transformations métiers, ici, ça va être de calculer le nombre total de buts par équipe et aussi de calculer un nœud avec le meilleur buteur et un autre nœud pour le meilleur passeur de l'équipe. Aussi un détail qui a son importance, on va utiliser, alors le fichier d'input de notre JobSpark, c'est la donnée brute de statistiques d'équipe, qui est ici. Ensuite, on va avoir un deuxième fichier qui va nous donner des slogans par équipe. En fait, on a ajouté ce deuxième fichier pour montrer les notions de jointure avec Spark. Avec Spark, on va pouvoir avoir deux tableaux de données, deux data frames en fait, et on va pouvoir appliquer des joins comme en SQL, des inner join ou des left join par exemple, sur un champ donné. Et en fait, ça va permettre de joindre deux tableaux de données et ensuite de récupérer les champs qui nous intéressent et croiser de l'information. Là, la jointure va se faire sur le champ team name, ici. Donc on a un team name dans la donnée slogan et on a un team name ici dans la donnée brute. Voilà. Donc ça, c'est pour redonner un peu une explication sur la donnée et sur les règles métiers qui vont être appliquées dans notre code. Ensuite, on fait un saut dans notre code Scala. Donc, on a cette arborescence comme en Java. On a du src main Scala. Et dedans, on a nos packages. Donc là, en l'occurrence, on va avoir deux packages, application et domain. Application, ça contient l'objet avec la méthode main pour notre application Scala et Spark. Et en fait, la couche domain, elle va contenir des objets typés. Donc on va avoir par exemple notre objet pour la donnée raw, notre objet pour la donnée domain. On va avoir des sous-objets qui vont graviter. Ici on a des sous-objets pour la donnée raw. Et là on a un sous-objet pour le meilleur passeur et le meilleur buteur ici. Donc voilà, c'est de la donnée qui est un peu typée. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une classe pour séparer de la responsabilité ici. Donc cette classe-là va avoir la responsabilité de calculer la donnée domain. Donc ça va prendre la donnée brute et ça va appliquer les transformations et les règles métiers ici. Et ça va retourner un dataset contenant la donnée domain. Donc là, si je reviens sur le main, donc avec cette syntaxe, je crée une session Spark parce qu'on a besoin d'avoir une session Spark pour travailler avec les éléments Spark. Ensuite, ici, je vais avoir des arguments. J'ai des arguments qui sont passés à mon job Spark, ici. Je le montrerai tout à l'heure avec la commande gcloud qui exécute le job Spark. On a la possibilité de passer des arguments. Donc là, on a le chemin pour la donnée raw depuis Cloud Storage, le chemin pour le fichier slogan et aussi les données qui vont permettre de sauvegarder les résultats dans une table BigQuery. Ensuite, avec Spark, j'ai cette syntaxe Spark read JSON. Donc ça va me permettre de lire la donnée depuis Cloud Storage et du fichier JSON. Ensuite, ce qui est intéressant quand je fais ça, c'est que je vais avoir la notion de data frame, comme j'ai l'expliqué précédemment. Donc un tableau de données. Si je fais juste read JSON, j'ai un data frame qui est non typé. C'est un data frame, c'est de la donnée un peu contenant des colonnes.
Et ensuite, il n'y a pas de typage à ce moment-là. On va vraiment travailler avec nos colonnes, avec des syntaxes qui ressemblent au fait de récupérer des éléments dans une HMAP. Ici, on a préféré typer notre data frame. Et un data frame typé, ça s'appelle un dataset. Donc là, on a un dataset typé. Donc on a notre donnée brute ici. Elle contient des champs comme le nom. Elle contient aussi le score et la liste des statistiques pour la donnée brute. Donc là, avec l'encodeur, je vais pouvoir typer mon data frame. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, je vais récupérer ma donnée de slogan par équipe dans un data frame. À ce moment-là, je n'ai pas forcément besoin de typer l'élément. Et ensuite, j'ai la classe mapper que j'ai expliqué précédemment, qui, elle, m'expose une méthode. Et cette méthode-là prend en paramètre le dataset avec la donnée brute et le data frame avec les slogans par équipe. Ensuite, je vais avoir la main sur l'API DataFrame et Dataset. Et là, je vais pouvoir appliquer mes transformations, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. J'ai une structure un peu colonnaire, on va dire. Et là, c'est vraiment intéressant parce que l'API DataFrame me donne la possibilité d'appliquer des transformations pures sur des colonnes avec un fluent style et une écriture vraiment lisible et expressive. Premièrement, ce que je fais dans cette structure-là, c'est que je fais ma jointure entre ma donnée brute et ma donnée slogan, ici. La jointure se fait sur le champ team name. Donc là, c'est parfait. Ensuite, un détail. Dans ma donnée brute, ici, slogan, le champ s'appelle slogan comme ça. Mais dans ma donnée domain, slogan est renommé en team slogan. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser cette fonction qui s'appelle with colon renamed. Et là, ça va me permettre de renommer une colonne en une autre. Donc là, j'ai récupéré le slogan grâce à la jointure. Et ensuite, je renomme le champ slogan en team slogan pour ma donnée domain. Donc là, c'est parfait. Ensuite, j'ai cette méthode with colon. Et avec with colon, je vais pouvoir passer le nom de la colonne et des transformations pures, des pures fonctions. Les pures fonctions en Spark, c'est une notion qui s'appelle UDF. Et pour instancier un UDF avec Spark, on a juste à importer cette méthode UDF depuis l'API Spark SQL. Et en fait, cette UDF va prendre en paramètre une pure fonction. En gros, c'est l'équivalent d'une lambda expression ici. Et là, on va invoquer aussi un détail, c'est qu'un UDF prend en paramètre des colonnes depuis le data frame. Donc là, on passe un champ qui s'appelle, c'est la liste de scorers depuis la donnée brute. Et en fait, ici, on a cette liste de scorers là, depuis la donnée brute. Et là, notre méthode, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mapper vers le champ but par équipe. Et ensuite, on va sommer tous les buts. On va calculer la liste totale de buts par équipe avec cette syntaxe-là. Un détail aussi, c'est dans ce cas-là, on n'a pas besoin de taper le mot-clé return. Automatiquement, ce cas-là, la dernière syntaxe de la méthode, il voit qu'ici on retourne un long. Et donc du coup, pour lui, pas besoin de mettre il fait le return automatiquement. Deuxième transformation ici, je vais calculer le nœud top scorer. Donc là, j'ai l'UDF pour top scorer. La méthode associée est ici. Là, idem, on prend la liste de scorers depuis la donnée brute. On calcule le nœud avec le meilleur buteur ici, avec cette syntaxe-là, maxby. On passe dans la lambda le champ concerné. Donc là, on récupère la personne qui a le plus grand nombre de buts dans ma liste d'équipe. Et ensuite, je retourne un nouvel objet avec le champ, avec le nombre de buts et le nombre de matchs joués. J'ai la même logique ici pour la partie meilleur passeur. Donc je calcule le nœud meilleur passeur avec la même syntaxe, le maxby avec le champ goal assist.
Je récupère le nœud meilleur passeur dans ma liste et ensuite je retourne un objet contenant les données du meilleur passeur de l'équipe. Donc là, tout est OK. À la fin, j'utilise cette syntaxe drop parce qu'en fait, le champ scorers depuis la donnée brute, je n'en ai plus besoin. Donc je l'enlève de ma structure colonnaire en fait. Donc je supprime le champ scorers depuis ma donnée brute. Et à la fin, je type mon dataset de retour avec mon objet domain. Donc là, j'ai un encodeur avec la donnée domain. Et avec cette syntaxe-là, je retourne un dataset de l'objet domain. Donc là, on est vraiment parfait. Ensuite, je vais sauter un peu dans la partie, aussi un détail, pardon, sur la partie SBT. On va devoir construire un FATJAR. Et pour le faire avec SBT, on a différentes façons. Mais moi, en l'occurrence, j'ai choisi d'utiliser un plugin qui s'appelle SBT Assembly, qui permet de générer un FATJAR. Un FATJAR, c'est un jar contenant tous les jars nécessaires pour lancer notre application JVM, en fait. Donc là, j'ai le plugin Assembly avec Scala, et là, on est bon. On va pouvoir générer un FATJAR avec ça. On va avoir une ligne de commande qui s'appelle SBT Assembly. Donc, je saute sur la partie CI/CD ici. Et il y a un détail, c'est qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir deux Job Cloud Build. Un qui permet de déployer mon Job Spark avec Scala et un autre qui va me permettre de lancer mon Job Spark. Les Job Cloud Build sont un petit peu longs, donc ce que je vais faire, c'est que pour gagner du temps, je vais exécuter la partie de déploiement ici. Donc là, dans mon README, j'ai des lignes de commande qui vont me permettre d'abord de lancer le Job Cloud Build pour déployer le Job Spark et ensuite de lancer le Job Cloud Build pour le premier pour déployer le Job Spark et le deuxième pour lancer le Job Spark. Donc là, pour gagner du temps, on va lancer ce premier Job Cloud Build depuis notre session Shell. Hop. Et le temps que ça mouline un petit peu, on va aller faire un saut sur le YAML pour expliquer la logique. Alors, avec Cloud Build, je vais tirer une image Docker officielle Scala SBT, ici, avec la version 17 de Java. Et ensuite, je vais taper la ligne de commande qui va me permettre de générer le FATJAR avec SBT. Donc, c'est le fameux SBT Assembly que j'ai expliqué précédemment. Donc, une fois que ce step est terminé avec Cloud Build, je passe au second step. Donc là, le second step, je tire l'image gCloud SDK. Ça va me permettre d'utiliser le gCloud CLI avec Google Cloud. Et ensuite, ici, j'ai des variables d'environnement. Hein. Je peux faire un petit saut pour vous montrer un petit peu les différentes variables d'environnement que j'ai sur le projet. Donc avec dir env, ici, j'ai positionné certaines variables d'environnement, dont le projet, la location, les variables qui vont me permettre, qui vont être utilisées dans la partie de déploiement. Donc ici, on a le chemin du FATJAR qui va être généré en local dans le répertoire target, hein, classiquement comme on le voit dans des projets Maven, parce que SBT utilise Maven behind the scene. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le FATJAR dans une bucket Cloud Storage. Et là, on donne le chemin de cette bucket-là. On passe aussi des variables d'environnement lorsqu'on va exécuter notre Job Spark. On a un service account dédié qui va avoir les privilèges pour interagir avec les services de Google Cloud, c'est-à-dire lire la donnée de Cloud Storage, écrire dans BigQuery et avoir la possibilité de lancer un job Dataproc serverless. On va passer aussi le chemin de la classe main. Aussi un détail, avec Dataproc serverless, on peut créer un petit cluster pour la partie Spark History. Et en fait, nos jobs Dataproc serverless vont utiliser ce petit cluster pour la partie History. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ça va ajouter des notions d'observabilité et de monitoring à nos jobs Spark. On va avoir la possibilité
de voir ce qui s'est passé en termes d'utilisation CPU et de mémoire pour notre Job Spark, grâce à cette notion de petit cluster history. Et ensuite, on va pouvoir accéder, pour nos jobs serverless, on va pouvoir accéder à la partie UI de Spark, qui va nous donner la possibilité de rentrer dans différents steps et comprendre un peu ce qui s'est passé, monitorer nos tâches, et s'il y a un problème, de mieux comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. Ensuite, ici, on a la donnée brute, le chemin de la donnée brute depuis Cloud Storage, la donnée slogan et la table de résultats. Donc là, on est parfait. Et ensuite, avec gcloud, on a cette ligne de commande qui permet de faire un storage CP. Donc ça va copier le FATJAR en local vers la bucket Cloud Storage. On avait aussi la possibilité de le faire avec une commande gsutilcp, qui est la commande historique sur Google Cloud. Entre-temps, sur Google Cloud, une nouvelle méthode a été proposée. Ça s'appelle gcloud storage cp. Et ça apporte plus d'efficacité que la partie gsutilcp. Bon, c'est encore en alpha, mais j'ai quand même souhaité le montrer ici pour la partie copie du FATJAR. Bon, le FATJAR n'est pas si énorme ici parce qu'en fait, on a des dépendances qui sont en provided. Donc comme c'est en provided, ça ne va pas être chargé dans le FATJAR, ça va être fourni lors du runtime et de l'exécution du job. Donc je pense qu'on est à peu près à 40 mégas ici pour 40-45 mégas pour les dépendances et le FATJAR. Donc là on passe les variables d'environnement et on exécute la ligne de commande. Donc là on est vraiment parfait. Donc ça c'est la partie déploiement. Ensuite, on a un Job Cloud Build qui va permettre, donc là le déploiement est terminé, hein. Donc on peut faire un petit saut dans la bucket, hein. Donc là on a la bucket de destination, Mazloom Dev Spark Jars, et ici j'ai bien mon FATJAR, il est là, donc Teamleak Spark assembly.jar. Donc là on est parfait. Ensuite, ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que dans mon README, je vais lancer mon Job Spark ici et je vais démarrer les explications en parallèle. Donc là, j'ai le run Spark Job. Je reviens dans mon template YAML pour Cloud Build. Et là, pour la partie run, donc là, j'ai le YAML dédié. Donc comme je l'ai montré précédemment, j'ai des variables d'environnement et des substitutions avec Cloud Build. Donc substitution, c'est juste que en fait, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, on peut passer des paramètres externes ici lorsqu'on exécute un job cloud build. Parfait. Et ensuite ici, j'ai séparé l'exécution du script pour lancer le job Spark dans un script bash séparé. Donc là, j'ai un répertoire qui s'appelle script et j'ai ce script shell qui s'appelle run Spark Job. Donc là, on a une ligne de commande avec le gcloud CLI. On a gcloud dataproc batches submit Spark. Donc ça va permettre de lancer et d'exécuter le job Spark avec dataproc serverless. Donc là, on a différents arguments, hein, dont le projet, la région et le service account. On a aussi le chemin du FATJAR, le chemin de la classe main et le fameux chemin vers le cluster pour la partie history. Ici, je peux également passer des arguments, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc, je peux passer des arguments à mon job qui sont la donnée de GCS et les tables finales pour BigQuery. Donc là, on est parfait, hein, pour vous montrer un petit peu ici. Voilà, hein, les arguments sont récupérés un peu comme ça dans le job Spark. Donc là, on est bon. Donc là on est OK et là on attend un peu que notre job se termine. Donc là ça prend encore quelques secondes. Donc là on est sur la partie instantiation du job Cloud Build et ensuite dans le menu de Dataproc on va avoir un menu dédié pour Dataproc Serverless. On va avoir la liste de nos jobs et on va pouvoir vérifier les logs de nos jobs. Et je montrerai un petit peu la partie history pour nos Job Spark. Donc là, on y est presque. Donc je pense que ça va prendre encore quelques secondes pour être terminé.
Alors, pour aller un petit peu sur Google Cloud, pour gagner un petit peu de temps, on a sur Dataproc. Alors, on revient sur Dataproc. Donc là, on a la notion de cluster. Donc, pour zoomer un petit peu. Donc là, j'ai la liste de clusters. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, on a créé un cluster pour la partie history. Donc, à proprement parler, on est en mode serverless, c'est-à-dire que nos JobSpark n'ont besoin de rien pour être exécutés. C'est managé par Google Cloud. Par contre, on peut, et on n'est pas obligé de le faire, on peut créer un mini cluster history pour avoir un peu cette partie monitoring pour nos JobSpark. Donc ça, c'est la partie un peu cluster. Ensuite, ici, ça, c'est les jobs qui sont exécutés sur un vrai cluster Dataproc. Donc ici, je n'en ai exécuté aucun, donc c'est vide. Et ensuite, ici, j'ai le menu Batches dans Serverless. Et là, j'ai tous les jobs pour Dataproc Serverless. Donc là, j'ai l'impression que le job est terminé, donc parfait. Et le job est apparu ici. Donc on est bien à 16h09, donc parfait. Et là, on a la liste de nos jobs Dataproc Serverless. Donc là, le statut est en succès. Donc on peut rentrer dans les logs de notre JobSpark. Donc là, on a quelques logs ici. Et là, on voit que y a bien la source, il y a bien une classe dans l'API Spark qui a été utilisée pour écrire en mode direct dans la table BigQuery. Et on écrit dans la table TeamStat. Donc là, on est parfait ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir dans la partie cluster ici. J'ai déjà une page qui est instanciée ici pour mon history. Et ici, on peut accéder à la partie history de nos JobSpark. Donc, on a différents éléments qui sont indiqués pour nos jobs Spark avec Dataproc Serverless. On a de la description pour nos jobs. On peut aller voir un peu ce qui se passe dans les différents onglets. On peut monitorer un peu ce qui s'est passé. On peut partir dans la partie SQL également. On peut accéder, par exemple, à différents steps. Ici, par exemple, j'ai la partie sauvegarde. Et je peux cliquer sur Detail et voir un peu ce qui s'est passé dans la partie Physical Plan utilisée par mon job Spark. Donc voilà, on peut monitorer un peu ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc je pense qu'on est à peu près bon ici. Donc on a bien montré le use case de bout en bout. Donc là, pour la partie data processing, on a lu la donnée depuis Cloud Storage. On a appliqué les transformations avec Spark Scala et les data frames. On a appliqué nos règles métiers et on a écrit le résultat dans BigQuery. Sur la partie de gauche, on a utilisé Cloud Build pour la partie déploiement et exécution du job Spark avec Scala et SBT. Donc tout est OK. Écoutez, c'est un plaisir pour moi, comme d'habitude, de partager mes connaissances et ces vidéos avec vous. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube pour soutenir mon travail et notre travail avec GroupBiz pour la communauté Google Cloud. Je vous dis à très bientôt et vous dis bye bye.